question par rapport au pays qui limite le nombre d'enfants qu'un pays peut avoir. Quelle est votre opinion sur cela? Alors, troisième règle. Quand quelqu'un pose une question, ne critique pas, c'est pas rigolo. Chaque question est bonne à poser parce que derrière, peut-être, il y aura des réponses dont on ne s'attend pas. C'est vite fait. Comme ça, on respecte chacun et les questions de chacun. Il y a des niveaux, différents niveaux. Il y en a qui connaissent bien l'islam, qui ne le connaissent pas. On pose des questions, le docteur est là pour répondre. Comme ça, on laisse libre cours. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Vous m'entendez tous bien là? Il faut parler plus fort. Ça va comme ça? Vous m'entendez au fond? Très bien. Merci d'être aussi nombreux là. Il y a différentes façons de passer un samedi soir, manifestement. Il y a une façon halal. Et donc on est dans un samedi soir halal. Alhamdulillah. C'est une bonne question en fait, parce que j'ai en passant fait la remarque sur la Chine, sur le fait que la Chine, vous le savez, pour des questions de démographie, permet un enfant, et uniquement un enfant, parce que la progression démographique n'était pas maîtrisée. Et à partir de là, il y a quelque chose que l'on a vu en Afrique, qui s'appelle tous les programmes de planning familial. Le planning familial, c'est en fonction de la pauvreté d'un pays, en fonction de la situation sociale et économique, socio-économique, le fait de pouvoir déterminer la limitation des enfants. Et là, ça a eu des réponses parmi les musulmans qui ont été tout à fait contradictoires, et en particulier à la conférence des populations au Caire, où on a vu des pays musulmans, majoritairement musulmans, l'Arabie Saoudite faire alliance avec le Vatican pour dire non, on ne peut pas entrer dans cette démarche-là. Les raisons n'étaient pas tout à fait claires parce que le Vatican, de tradition catholique romaine, s'oppose au planning familial parce qu'en fait, on s'oppose à la contraception. Or, l'islam ne s'oppose pas à la contraception en tant que telle. Et il y a un élément sur lequel nous ne sommes pas complètement d'accord avec la tradition chrétienne, c'est que dans le mariage, la question de la relation sexuelle n'est pas strictement liée à la procréation. Et donc, ça veut dire, en l'occurrence, que même des savants au XIVe, XVe, XVIe siècle, lorsqu'ils parlent de ce que faisaient les compagnons du prophète, alayhi salam, au sens où ils utilisaient la contraception naturelle, ils font référence à cela, et ça a été permis par le prophète, alayhi salam, ce qui veut dire et qui implique que la relation sexuelle n'a pas pour seul objectif la procréation, mais elle peut avoir également la question du besoin et du désir sexuel. Et ceci va tellement loin que des savants au XIVe siècle, XVe siècle, XVIe siècle disent que l'homme peut le faire avec une condition, c'est de demander à sa femme la permission de faire ceci, car il pourrait, en faisant ceci, ne pas lui respecter deux droits, le premier, celui d'être maman, et le second, celui de son propre plaisir. Vous voyez qu'au XIVe siècle, les savants musulmans étaient beaucoup plus courageux et beaucoup plus justes dans l'équilibre que parfois aujourd'hui ce qu'on est en train de dire. Pourquoi je dis ceci? Parce que ça nous ramène à la question contemporaine, qu'est-ce qu'on peut penser quand, dans un pays, il y a une politique nationale où on se dit, nous n'arrivons pas à pourvoir toute la population. Et c'est là où il faut poser les vraies questions. Dans la conférence des populations, l'Occident demande au Sud de faire moins d'enfants. Et donc, planning familial. La vraie question, elle n'est pas celle-ci. La vraie question, elle n'a pas été posée par les musulmans. Elle a été d'abord posée par un certain nombre d'acteurs en Occident en disant, mais attendez, vous êtes en train de demander aux pauvres de faire moins d'enfants parce que vous, les riches, vous ne voulez pas distribuer vos richesses. Donc en fait, la surpopulation du Sud, où les gens vont mourir de faim, ce n'est pas parce qu'il y a trop d'enfants, c'est parce que vous voulez garder vos richesses. Et donc, la raison du planning familial, c'est une mauvaise raison. Ce sont des riches qui veulent garder leurs richesses et qui demandent aux pauvres, faites moins d'enfants, ça nous gêne. Et donc ça ne peut pas aller. Là-dessus, on ne peut pas être d'accord avec ça. Maintenant, ça veut dire qu'il faut prendre des positions de principe. Le premier principe, sur n'importe quelle question, c'est la justice, c'est-à-dire la juste distribution des biens et ce qu'on appelle dans les relations nord-sud, les termes de l'échange. On ne peut pas demander à des paysans
de travailler, de leur acheter à 3 francs, prenons les francs suisses, 3 francs suisses ce qu'ils produisent, de les vendre à 150 francs suisses en Occident, de faire de l'argent, et puis de leur dire, vous faites trop d'enfants, c'est pour ça que vous êtes pauvres. Non, on est pauvres parce que vous nous exploitez. Donc on commence par ceci. Maintenant, s'il se trouve que dans un pays donné, au vu des circonstances, on est dans une situation où on doit penser un planning familial, où il y a des situations de pauvreté endémiques, de situations qui ne peuvent pas se sortir sans une régulation, rien n'interdit à un État, voire de pouvoir gérer le planning familial. C'est tellement vrai que entre un homme et une femme dans un couple, selon les enfants que l'on a, on peut gérer le moment du fait d'avoir un enfant, soit par la contraception naturelle, soit par la contraception, en fonction des besoins et des ressources que l'on a. Pourquoi? Parce que le bien-être de l'enfant, la justice par rapport à ses enfants, le fait de son éducation sont des conditions sine qua non. On ne fait pas des enfants comme ça sans se poser de questions. Mais donc, on ne fait pas des enfants sans se poser de questions, mais on se pose des questions quand on nous dit « vous faites plus d'enfants ». On dit « quelle est la raison? C'est votre injustice ou c'est la justice ?» Et après, on peut gérer. Donc, c'est au cas par cas. C'est en fonction des politiques. Moi, je me suis retrouvé en Afrique, au Mali, en face du Majlis el-Ulama, qui refusait le planning familial par principe, parce qu'ils avaient certains savants qui revenaient d'Arabie Saoudite. Ils disent le planning familial, ça n'existe pas en islam. J'ai dit non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça a été des positions politiques qui ont été prises par des États, voire des savants. Ça dépend des circonstances. Maintenant, si ça nous est imposé, parce que nous, on a un complexe, tout ce qui vient de ces choses-là, c'est l'Occident qui nous impose, pas toujours. Des fois, il faut véritablement regarder la situation. Donc, c'est au cas par cas. Il n'y a pas d'opposition de principe. Il faut savoir qu'en islam, ça existe chez nous. Nous avons en islam une position sur la contraception, le planning familial extrêmement rationnelle, extrêmement ouverte aussi, et qui renvoie à la conscience des individus. Et tous ceux musulmans qui répètent ce qu'ils entendent de la religion catholique n'ont pas compris. Parce que c'est pas vrai. Par exemple, Mère Teresa, que tout le monde célèbre, c'est assez incroyable. En Occident, Mère Teresa, c'est une sainte. Moi, je suis allé voir son mouroir, je suis allé voir son travail. Elle refusait la contraception, elle refusait de donner des enfants à des parents qui n'étaient pas chrétiens. Les enfants arrivaient du Bangladesh, sont tous musulmans. Les parents qui peuvent prendre des enfants doivent être chrétiens. Ah bon? Et c'est une sainte. Et en plus de ceci, non à la contraception. À des gens pour lesquels, dans leur religion, la contraception n'est pas interdite de la même façon qu'elle l'est dans le catholicisme. Et on ne dit pas ceci. Il y a eu 2 ou 3 rapports sur cette façon de traiter les choses. Et donc, de ce point de vue-là, la lutte contre la pauvreté peut parfois passer par ça. J'ai pris un long moment pour vous dire que vous voyez des questions comme celle-ci demandent pour nous qu'on fasse attention entre les principes qui sont les nôtres, les stratégies politiques, l'utilisation de la stratégie politique pour ceci, et nous, des positions où il faut faire attention. Nous, ce qui prévaut, ce sont nos principes. Ce n'est pas des perceptions, l'Occident nous dit ou ne dit pas. Moi, je m'en fiche de ce qu'on me dit en Occident. Je viens d'abord aux principes, puis je regarde les réalités. Mais voilà, par exemple, des questions qui sont de fond. Le planning familial, c'est un instrument qu'un gouvernement peut utiliser dans des situations où, par justice, il veut permettre aux familles le bien-être. Wallahu a'lam wa a'lam. Il y a un courant en fait, de pensée qui commence vraiment à partir très loin. C'est un courant plutôt qui se nomme conspirationniste, complotiste en fait. Et je voulais savoir en fait quelle était la limite entre l'esprit critique face aux informations qu'on reçoit des médias dominants et par rapport justement à ce qu'on pourrait considérer comme étant de la manipulation ou de la conspiration carrément. Donc quelle est en fait la ligne qui va de l'un à l'autre? Ben, je vous remercie. En tout cas, pour l'instant, les questions sont de haut niveau. Ça m'est toujours difficile de répondre de façon courte à des questions aussi intéressantes et larges. Je vais vous dire une chose. Wali a'ouzou billah. Prenez pour 2 minutes, vous essayez de vous dire, si je devais agir contre les musulmans aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut toucher chez les musulmans? Si vous voyez l'état des musulmans aujourd'hui, si je devais être leur ennemi, on dit, vous avez entendu, j'ai dit, Wali a'ouzou billah. Qu'est-ce qu'il faudrait toucher?
Comment il faut faire? Et il y a deux choses sur lesquelles nous sommes très faibles et très mauvais. Le premier élément, c'est que nous sommes des émotifs. Et que nous confondons la spiritualité qui doit donner de la lucidité. Vous savez, quand vous lisez dans le Coran, il y a des signes dans leur visage, sur leur face, par leur prosternation. Al-Zahir, c'est la tâche, qui est un signe, et que personne ne va critiquer, sauf quand c'est certains de nos dirigeants qui l'apportent. J'ai quelques doutes. Mais c'est pas ça. Simahum fi wujuhihim, il y a al-Zahir, wa min l'autre dimension, qui est la dimension de la lumière qui sort de leur face. Et ça, c'est la lucidité de la spiritualité, c'est une lumière, c'est pas de prendre les choses en surface comme ceci. Et nous, on confond cette lumière, min al-basira, c'est-à-dire al-basira, c'est ce regard de l'intérieur. La ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi as-sudur. C'est pas les yeux qui deviennent aveugles, c'est nos cœurs. Et nous, on confond cette spiritualité de la lucidité avec l'émotivité. Vous voulez toucher les musulmans aujourd'hui, on a un tel sentiment d'être attaqué de partout qu'on est très très émotif, très très émotif. Et dès qu'il y a quelqu'un qui vient vers nous et qui est un peu gentil avec nous, on a certains sociologues, là des fois ils disent des choses senties sur l'islam, il s'est converti. Pourquoi dès qu'il y a quelqu'un qui dit d'une autre religion quelque chose de gentil chez nous, on a cette tendance-là? C'est parce qu'on n'est pas assuré de nos principes, on est un peu émotif et réactif. Ça, c'est un premier élément. Et le deuxième élément, par rapport à ça, c'est que on est toujours dans le soupçon. C'est l'autre face du doute. Ouais. Un de mes cheikhs en Égypte, j'ai toujours raconté cette histoire-là, il me prend une fois un papier comme ça. Maintenant, c'est un cheikh dont je reconnais le savoir islamique, dont je ne reconnais pas du tout la posture politique. Mais c'est autre chose. Il y a parfois des cheikhs qui sont très savants, mais pas toujours honnêtes avec leur savoir. Enfin bref. Et il me fait un cercle. Et il me dit, le problème avec les musulmans, c'est que tu leur montres un cercle. Je lui dis, qu'est-ce que c'est ça? Puis le type, il te regarde, il dit, enta mal'oun, enta. Qu'est-ce que... Non, tu lui dis, non, écoute-toi, c'est un cercle. D'accord? Tu commences pas à... Et nous, on est dans une espèce d'intelligence qui n'a pas les moyens, qui n'a pas les faits, mais qui suppose des stratégies. C'est le versant de l'émotif. L'émotif n'a pas la raison qui étudie, il a l'émotion qui donne des impressions. Et à partir de l'impression, il suppose et il se croit intelligent parce qu'il suppose plus que ce qui est. Nous, ça, c'est nos deux faiblesses. En Égypte, dans les récents événements, ceux qui ont pris le pouvoir de l'armée ont compris comment il fallait faire avec ceux qui étaient au pouvoir. Certains d'entre eux se sont approchés d'eux en leur disant « On va à la mosquée, on va prier ensemble. » « Aïwa, Niya Saleha, naïf. » Ça fait 60 ans qu'on fait la même erreur. Que quelqu'un vous fait croire qu'il est dans la... Et donc on tombe dans l'émotivité. Et ensuite, les grandes conspirations. Et c'est là où vous devez être, vous tous, à un moment donné, s'il y a quelque chose que la foi doit vous donner, c'est deux choses. La première des choses, c'est de s'appuyer sur les faits. Ya ayyuhalladhina amanu idha ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Quand quelqu'un vient, un pervers vient avec une information, fatabayyanu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous vérifiez vos sources. C'est arrivé au prophète, quelqu'un lui a menti. Vérifiez vos sources. Ne travaillez pas sur les impressions. Et ça veut dire quoi, vérifier vos sources? Ça veut dire cessez d'être dans l'émotif et soyez dans l'analyse. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas vous tromper. Mais la première erreur qui va forcément être de se tromper, c'est d'être un émotif avec les faits. Mais avec les faits, parfois, on peut se tromper, mais déjà, on analyse. Et la deuxième des choses, c'est de cesser ces conspirations tout le temps. Alors, moi, j'ai toujours été le premier à dire, quelqu'un qui vient vers moi me dire qu'il n'y a pas de conspiration, c'est un conspirateur.
Oui. C'est-à-dire que de venir nous dire, par exemple, moi je dis, écoutez, moi je condamne ce qui s'est passé le 11 septembre, mais je veux une enquête indépendante. Qu'on trouve un passeport intact en plein milieu de débris avec des choses qui étaient calcinées et il est intact, elle dit, attends, il y a un problème. Le type, c'est un imbécile qui a laissé le passeport. Ou alors, c'est un passeport qu'on a trouvé qui a été mis après. Comme l'autre idiot qui laisse sa voiture dans le parking avec toutes les instructions du pilotage en arabe quand tous les cours sont donnés en anglais. Oui. Je dis, moi j'aimerais qu'on m'explique. Donc vous voyez, je ne vais pas jusqu'à dire qu'il n'y a pas des gens qui sont dans la conspiration et qui nous mentent. Mais je veux des faits. En disant, je ne prends de jugement que sur les faits, mais quand certains faits ne sont pas clairs, je questionne les faits. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que ma position le 11 septembre, c'est je condamne ce qui a été fait, mais j'ai des questions sur ce qui a été fait et par qui ça a été fait. Pourquoi ça a été fait? Et ça, c'est une position intellectuelle que vous devez tous avoir. Et ça, c'est exactement ce qui vous est dit dans le Coran. Faites attention, il y a des gens qui vont venir vous dire des choses, et si vous ne faites tabayyanu an tusibu qawman bi jahala, jahala c'est quoi? C'est l'ignorance. Vous n'avez pas vérifié. Fatasbahu ala ma fa'altum nadimin. Vous allez finir triste de ce que vous avez fait. Il ne faut pas faire ça. Ça, c'est interdit islamiquement. Votre foi, elle vous dit appuyez-vous sur les faits. Et la deuxième des choses, c'est ensuite analyser, de ne pas être naïf, mais il faut analyser. Le grand problème de notre époque, c'est vous tous, là, vous êtes soumis à l'une des choses. Il y a eu une étude aux États-Unis qui montre que Internet aujourd'hui, c'est un amplificateur de la pensée conspirationniste. Pourquoi? Parce que c'est un réseau où ça va dans tous les sens. C'est-à-dire c'est un vrai réseau mondial. Et donc, il y a des informations qui viennent de partout, c'est difficile de vérifier. Il y a des gens qui sont anonymes derrière leur écran, qui balancent des informations, et la conspiration est là. Et donc, la conspiration, elle a pour effet intellectuel deux choses. C'est qu'on se dit, il y a un pouvoir occulte, et donc on a moins de pouvoir, et ça nous enlève notre capacité à avoir du pouvoir. À force de penser que les autres ont plus de pouvoir, eh ben, nous, on finit par, psychologiquement, nous enlever le pouvoir de réagir. Et c'est ça qui est important aujourd'hui, c'est qu'il faut faire très très attention à ceux... Moi, j'ai entendu, il y en a qui viennent vers moi et qui disent oui, puis là aussi, vous voyez comment on est émotif. Il suffit que quelqu'un soit contre Israël pour qu'on pense que c'est un ami. Mais il y a plein de gens qui ont compris comment il fallait nous prendre avec Israël, en disant on est avec vous, mais ce ne sont pas nos amis. Par exemple, il y a des gens aujourd'hui d'extrême droite qui sont anti-israéliens, mais pas du tout des amis des musulmans. Ils veulent leur vote, ils veulent ce qu'on entend par exemple sur Internet. Moi, on est venu vers moi, j'ai entendu Soral dire « Je suis un partisan de l'acte américano-britannico-qatari franc-maçon ». Il dit non mais attendez, et vous avez des jeunes musulmans directement. Pourquoi? Il est anti-israélien, donc il est des nôtres. Mais non, étudiez ce que disent les gens, parce qu'il se pourrait que c'est une façon de nous utiliser. Donc à partir de ça, ces informations Internet, vous n'en prenez pas une avant de l'avoir vérifiée. Pas une avant de l'avoir vérifiée. Et la deuxième des choses, vous analysez sur les faits et vous ne vous exprimez sur les faits. C'est-à-dire, voilà ce que je sais, c'est ma position sur ce que je sais. Il y a plein de choses que je ne sais pas, je suspends mon jugement. Je ne sais pas, je dois vérifier. Quand on nous a parlé du printemps arabe et j'ai écrit le livre sur le réveil arabe, et que je disais à tout le monde, faites attention, c'est un piège. C'est un piège parce que ce qui est en train de se passer, si vous voyez les éléments, on s'aperçoit que les gouvernements américains et européens, de même que les gouvernements égyptiens au premier rang, ils savaient ce qui était en train de se passer, c'est les jeunes qui étaient forts. J'ai entendu, tu n'aimes pas les Arabes, tu ne fais pas confiance à nos peuples, j'ai tout entendu. Regardez où on en est 4 ans plus tard. Vous savez quelle était l'erreur? On n'a pas étudié ce qui s'est passé avant. Et le problème des musulmans, c'est qu'ils regardent que ce qui se passe dans le monde musulman. On n'a pas étudié ce qui se passait en Europe de l'Est. On n'a pas étudié ce qui se passait en Amérique latine. Les mêmes techniques ont été utilisées en Europe de l'Est par la même personne. Mais ça, il faut étudier. Faites tabayyanu.
Étudiez, faites votre travail. Et vous qui êtes des étudiants, vous ne pouvez pas, moi je suis désolé, n'importe quel jeune homme ou jeune femme d'Afrique du Nord, d'Asie, du Mashrek, qui vient et qui me dit, moi j'ai pas les moyens d'étudier, je comprends parce qu'il n'a pas les moyens. Mais vous qui êtes ici, en Suisse, avec la possibilité, vous avez du temps, vous avez des moyens, vous avez la possibilité de lire, et que vous soyez des émotifs, c'est doublement une responsabilité. Vous n'avez pas le droit, devant Dieu et devant la conscience, d'être des émotifs en train de penser le monde de façon conspirationniste comme ceci. Non, il faut de la responsabilité, il faut qu'on devienne des sujets. Vous les premiers. S'il y a une chose que vous devez faire, c'est de refuser de tomber dans des espèces d'alliances comme ceci, de gens, ah, puis j'ai entendu ça, puis t'as entendu, attends, calme-toi, on regarde les faits. Et si les faits, ils disent quelque chose, on prend une position. Et par exemple, en même temps, ce qui est en train de se passer en Syrie, en Irak et tout ça, il faut étudier ces choses-là, il faut faire attention de ne pas s'exprimer n'importe comment. Il faut étudier. Il y a des gens qui ne sont pas musulmans qui disent sur ça des choses beaucoup plus intéressantes que tous les musulmans réunis, parce qu'ils osent les dire, parce que nous, on est des peureux, parce que des fois, on n'analyse pas. Donc, j'aimerais dire, de ce point de vue-là, c'est une bonne question, ça, parce que c'est une vraie question chez vous, les jeunes. Il faut vraiment faire attention. Faites très, très attention aux informations informelles que vous avez, aux thèses conspirationnistes. Et puis, il y a des gens qui sont en train de vous dire, on est complètement manipulé par tout le monde. Je veux dire, si vous pensez que vous êtes tout le temps manipulé, ben, la plus grande force du manipulateur ou du dominant, c'est de laisser entendre au dominé qu'il n'a pas les moyens de sa liberté. Et si vous écoutez ce que je vous ai dit à la conférence tout à l'heure, la ilaha illallah, c'est de dire à tous les manipulateurs, à tous ceux qui dominent, faites ce que vous voulez. Mais si lui il veut, vous ne pourrez rien. C'est un message d'un grand pouvoir. C'est-à-dire, moi, quand je suis en face de quelqu'un à la télévision qui te critique, il dit, mais pourquoi tu... Il y en a qui me disent, mais comment tu fais pour ne pas le taper? Vous savez comment tu fais? Quand il vous parle et que vous, de l'intérieur, vous dites, la ilaha illallah, c'est pas à toi que je parle. Toi, tu n'es que l'instrument de l'erreur. Nous, on est des instruments de quelque chose qui est une tentative de vérité. La ilaha illallah, vas-y, parle. Critique-moi, c'est pas ça le plus important. Ça, c'est un petit jeu, ça. Laïboun, voilà. C'est-à-dire, c'est du jeu pour les gens. Nous, on n'est pas là pour ça. Donc, c'est ça que je suis en train d'essayer de vous dire, Inch'Allah. Par rapport aux stratégies vues en Angleterre, et puis qu'est-ce que nous, les Suisses et les musulmans en Suisse, nous pouvons retirer de l'exemple britannique de la présence musulmane, au-delà de l'histoire de la présence musulmane qui est plus ancienne en Angleterre, et au-delà aussi du fait que l'Angleterre s'est impliquée beaucoup plus ouverte. Qu'est-ce que nous, les musulmans ici en Suisse, on peut retirer de l'exemple britannique et aussi un peu l'exemple américain pour en faire des stratégies futiles, plutôt d'affirmation et non plus de défensive en fait? Ça aussi, c'est une bonne question, parce que ça aussi, on doit le faire. Nous devons, et vous, les jeunes générations, vous devez étudier ce qui se passe à l'étranger, parce que c'est vrai que les deux pays qui sont en avance quant à la présence musulmane, en fait, il y en a 3 en Europe. Les 3 pays qui sont en avance, c'est l'Angleterre, la France et la Belgique. Ils sont en avance parce que la présence fut... En Allemagne, la présence a aussi commencé tôt, mais il y avait un problème en Allemagne, c'est qu'il n'y avait pas le droit du sol, c'est-à-dire le droit du sang. On pouvait avoir la nationalité que très très tard. Et les Turcs ont toujours pensé, souvent dans leur présence, qu'ils retourneraient, et c'est très très récemment maintenant qu'ils s'installent avec l'idée de rester. Mais il faut étudier ce qui se passe ailleurs. Et puis les États-Unis, c'est la même chose. Il y a un certain nombre de choses qui sont des constantes. C'est-à-dire qu'on passe par 3 étapes. J'avais écrit un livre qui s'appelait « Les musulmans d'Occident et l'avenir de l'islam ». Et dans le musulman d'Occident, je faisais ce travail-là, transversalement, de ces différents pays, en disant, il y a 3 étapes. La première des choses, les musulmans sont venus, ils ont créé des mosquées, ils se sont installés, puis ensuite ils ont fait des associations plus spécifiques, étudiants, professionnels, etc. Et puis la 3e étape maintenant, ce ne sont plus des associations d'appartenance, mais des associations de projets. Solidarité, présence sociale, école, etc. Donc, on est dans la 3e étape. Ça, c'est dans les 3 pays qui sont en avance. En Angleterre, c'est le cas. En France, ça commence à devenir le cas du point de vue des écoles, mais on a déjà abordé d'autres. Et puis, de la même façon, aux États-Unis ou au Canada. Donc, on est dans une phase historique comme ceci, où en Suisse, on est en train d'atteindre...
la Suisse, du point de vue de sa population musulmane, est dans une progression arithmétique assez impressionnante. Vous savez qu'à un moment donné, sur 15 ans, la population musulmane a triplé, en particulier avec l'arrivée de nos frères et sœurs de Bosnie qui se sont installés. Ensuite, il y a maintenant les Albanais, les Kosovars, et puis il y a toute la présence maghrébine, la présence turque, et puis s'ajoutent maintenant des personnes qui arrivent aussi des pays dans lesquels il y a eu des situations, par exemple en Tunisie, comme en Syrie, etc. La Suisse a été un des pays modèles sur l'acceptation des exilés ou des réfugiés politiques de Libye ou de Tunisie pendant des années par rapport à d'autres pays. Donc on est dans une situation où ça va très vite. Là, il faut étudier ce qui est en train de se passer. Par exemple, vous voyez, tu dis très vite comme ceci, là, l'Angleterre est un pays plus ouvert. Faire très attention. L'Angleterre, par sa tradition culturelle, est plus ouvert à la pratique quotidienne. C'est-à-dire que quand vous êtes vous avez un foulard ou une tenue, ça ne les a jamais dérangés. Vous arrivez à l'aéroport de Heathrow, vous voyez des femmes avec le foulard, les cycles, il n'y a aucun problème. Le problème, il n'est pas dans l'apparence physique ou vestimentaire, il est dans l'intégration par le social. Et là, vous allez retrouver des mêmes barrages. Oui, ce n'est pas aussi facile que ça. Il faut faire très très attention. Méfiez-vous des apparences. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une présence sociale, ça ne veut pas dire que les rouages de l'égalité citoyenne soient aussi faciles que ça. C'est-à-dire qu'il y a des choses beaucoup plus subtiles dans les discriminations. Chaque pays, il faut le regarder comment il est, comment la dynamique se fait. Ça ne sert à rien de comparer les pays en fait. Il faut toujours comparer le pays avec les idéaux qu'il annonce. Oui. Par exemple, j'étais récemment Edoui Plenel, je ne sais pas si vous avez entendu parler, il vient d'écrire un livre qui s'appelle « Pour les musulmans ». Et lui, il dit une chose que moi je répète depuis 30 ans. Je lui ai dit, notre rôle à nous, en tant que musulmans, c'est de réconcilier la France avec ses principes, ou de réconcilier l'Angleterre avec ses principes, et la Suisse avec les principes. Et quand je parlais à Freisinger, je lui dis, l'avenir dira qui de vous ou de moi est plus fidèle aux principes suisses. Vous êtes un homme d'exclusion, et moi je réconcilie la Suisse avec ses principes. C'est vous qui êtes moins suisse que moi. Ça là un peu sur le plan des principes. Donc en l'occurrence, à partir d'un certain moment, nous, on doit regarder ceci. Et là, par exemple, il y a des choses qui sont importantes. Du point de vue de notre présence, il va y avoir tout le réseau mosquée, tout le réseau de nos institutions. Ce que nous devons comprendre aujourd'hui, et vous devez comprendre, ce sera votre rôle, il faut institutionnaliser l'islam de Suisse. Institutionnaliser, ça veut dire lui donner des institutions solides. Il ne faut pas faire de l'informel. Il ne faut pas qu'on soit des amateurs du travail social, des amateurs du travail éducatif. Il faut avoir des institutions. Il faut avoir des gens qui sont des professionnels. Ce sont des professionnels dans l'éducation. Nous, comment on fait? On a besoin de quelqu'un pour de l'arabe. Tu parles arabe, tu seras le prof d'arabe. Attendez, il parle arabe, mais il n'a aucune technique. Il ne sait pas ce que ça veut dire. Et ça a donné quoi parfois? C'est qu'il savait parler l'arabe, il était mauvais prof d'arabe, et ça a donné de mauvais élèves, et ça a donné un désamour de la langue. Parce que le pédagogue, c'est celui qui fait aimer la matière, c'est pas simplement celui qui la transmet. Le vrai pédagogue, c'est ça. Quand vous êtes dans le cours, vous avez envie d'apprendre l'arabe. Il y en a, vous rentrez dans le cours, vous n'avez même pas envie d'entrer déjà. D'accord? Donc, en l'occurrence, il faut professionnaliser l'enseignement. Deuxième élément, professionnaliser l'enseignement, c'est-à-dire que certains d'entre vous, il faut que vous soyez des enseignants. Il faut que vous soyez des enseignants, il faut que vous soyez dans l'école publique, il faut que vous soyez présents. Il faut avoir une visibilité de la profession, pas simplement une visibilité du vêtement. C'est difficile, c'est très difficile. Ah non, mais attendez, vous me demandez ce qu'il faut faire. Je ne vous ai pas donné le chemin de la facilité, je vais vous donner le chemin de l'exigence. Et ça va être très difficile, pour vous comme pour tout le monde ici, et en particulier pour les femmes. Mais je peux vous dire une chose, c'est que comparativement à d'autres sociétés, il y a dans certains cantons, il y a dans certaines dynamiques des possibilités. Et il va falloir se battre. Mais pour ça, c'est là où il faut une deuxième chose. Il faut être des citoyens. Vous savez, il y a une formule qui dit « Nul n'est censé ignorer la loi ». Elle est vraie. À partir d'un certain moment, vous devez savoir dans quel pays vous êtes. Et vous devez connaître vos droits. Moi, j'avais connu ça quand j'étais jeune, au moment où j'avais rencontré pour la première fois Youssouf Islam, Cat Stevens, le chanteur. Et lui, il est britannique. Lui, il ne fallait pas lui dire « tu dois t'intégrer ». Oh, je suis britannique. Et quand quelqu'un venait vers lui, il dit « entre toi et moi, il y a le droit. Et je vais t'attaquer ». Il a gagné je ne sais pas combien de procès sur des gens qui lui... Il dit « non, moi, je me fais respecter sur la base du droit ». Donc, à partir d'un certain moment,
il faut aussi même des professionnels. On a besoin d'avocates et d'avocats qui soient là dans ce domaine, des professionnels, qui tiennent, qui savent de quoi on parle. Ou alors des gens qui soient des avocats aussi, qui soient peut-être pas musulmans, mais qui comprennent ce qu'on est en train de dire. Donc il faut qu'on se forme et que l'on forme. Je me souviens quand on avait commencé Musulmanes et musulmans de Suisse, au moment où j'en étais le président ici, j'avais amené un constitutionnaliste pour qu'il s'assoie avec les dirigeants musulmans qui disent la Constitution, qu'est-ce qu'elle dit? Parce que comment voulez-vous défendre vos droits? Vous ne connaissez rien au droit. Donc il faut professionnaliser dans la question de notre citoyenneté, dans la question de l'école. Ensuite, il faut professionnaliser et il faut se diversifier. Vous devez aujourd'hui, par vos professions, on doit vous voir partout. On doit avoir des personnes qui soient des journalistes. Mais pas, attention, comprenez-moi bien, ou des enseignants par exemple, mais pas des enseignants qui viennent à l'école, parce qu'il y en a qui disent, je vais à l'école, je vais faire de la da'wah. Non. Qu'est-ce que c'est la da'wah du musulman? C'est pour ça que je vous dis, je l'ai dit ceci dans le livre Les musulmans d'Occident, l'avenir de l'islam, la vraie da'wah, c'est la compréhension. On vous a mis on vous a établi comme une communauté du juste milieu pour que vous soyez témoins devant les gens. Et shahid ala nas, c'est quoi? C'est quelqu'un, quand on le voit agir, c'est pas marqué musulman, c'est pas je suis musulman, parce que dire je suis musulman, c'est un complexe. Moi, quand je suis allé aux États-Unis après le 11 septembre, ils avaient un badge. C'était marqué Proud to be a Muslim. Je dis, mais qu'est-ce que vous faites là? Proud to be a Muslim? Vous pensez que la fierté, ça se met sur le cœur? La fierté d'être musulman, elle sort du cœur, elle ne se met pas sur le cœur. Vous n'avez pas à mettre ça. Moi, je ne le mettrai pas, ça. Parce que ma fierté, elle va se voir dans ma façon d'être. Parce que je deviens témoin de ce que je suis. Et quand on est enseignant, la meilleure da'wah, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est d'être un enseignant où je fais mon travail, où je donne ma matière, et je n'ai pas à jouer sur le fait de faire passer l'islam. Non, être un bon musulman, c'est le meilleur. Être un bon enseignant, c'est le meilleur moyen de transmettre le bon islam. C'est ça être. Et donc ça veut dire dans l'enseignement. Ensuite, comme journaliste, il ne faut pas devenir un journaliste pour défendre des intérêts musulmans. L'intérêt du musulman quand on est un journaliste, c'est de défendre la vérité. D'accord? Je n'ai pas fini. Une seconde. Donc là, de ce point de vue-là, il faut être dans ce lieu-là. Et là, maintenant, de plus en plus, on a des journalistes qui viennent. On a des journalistes et vous arrivez avec votre sensibilité. Donc, professionnalisez ceci. Ensuite, il faut être dans toutes les sphères. Et là aussi, c'est pour ça que je vous dis, il n'y a pas de saut métier. Arrêtez de penser que le bon, il est ou simplement prof, ou médecin, ou informaticien. Mais non, il faut être dans tous les corps de métier. Il faut qu'on soit dans les boulangeries, il faut qu'on soit dans les garages. Quand on est compétent, Dieu, il aime quand vous faites un travail, que vous le maîtrisiez. Donc, ce que tu fais à ton niveau, à la barakatillah, mais il faut le faire en maîtrisant ce que tu fais. Et puis, il faut d'autres domaines. Il faut qu'on soit dans les domaines du culturel. Il faut qu'on soit dans le domaine de l'artistique. Alors là, maintenant, on le voit à Londres, on le voit aux États-Unis, et pas simplement dans le rap. Même si j'ai rien contre le rap. Moi, j'ai vu des gens moi, j'ai des amis qui sont des rappeurs qui viennent vers moi et avec lesquels je parle. J'ai aucun problème avec ça. Même que j'aimerais pourtant que sur le domaine artistique, on soit aussi sophistiqué. On n'est pas uniquement de l'art de la résistance. On est de l'art de l'expression, de la beauté. Allahu Jamil yuhibbul Jamal. Dieu, il est beau, il aime la beauté. Tout ça, on doit vous voir là, maintenant. C'est ça votre visibilité. C'est ça s'assumer. Mais ça, il faut le professionnaliser. Moi, ce qui me gêne avec beaucoup de musulmans, c'est qu'ils sont un tout petit peu... Ils réussissent, je ne sais pas comment on fait ça, nous. On réussit. On a des gens qui se sont convertis autour de nous, qui sont suisses, qui sont européens, et nous, on a réussi à arabiser leur rapport à la culture. Tu as un rendez-vous, on est en retard. Tu fais les trucs, c'est de l'amateurisme. Et nous, on peut le dire, moi, je peux le dire. Des fois, franchement, c'est du travail d'arabe. Alors, quelqu'un qui vient me dire, qui me dit t'es raciste, je dis non, je sais ce que je dis. Même avec moi-même, des fois, quand moi je travaille, je me dis c'est du travail d'arabe ce que tu fais là. Parce qu'on n'a pas le... Alors, s'il y a quelque chose qu'on doit prendre, et le hikmatu dallatul muslim, c'est-à-dire la sagesse, c'est la propriété perdue du musulman, le rapport à l'heure, le rapport au travail, à l'amateurisme, à la maîtrise, ça, on doit le prendre. Et ça, c'est une expérience extraordinaire que vous avez en Suisse. Ça, il faut le prendre.
Prenez de la Suisse et de la culture suisse les bons côtés et délaissez les mauvais côtés. Nous, on fait le contraire. On colonise par les mauvais, on prend les mauvais. Et donc, ça ne peut pas le faire. Par contre, on voit maintenant toute une génération de jeunes. Vous savez, il faut que vous soyez très, très positifs par rapport à ça. Le taux de retour à l'islam, de plus de pratiques, il est de plus en plus important dans les générations, deuxième, troisième et quatrième génération de musulmans, dans les pays comme l'Angleterre, chez les plus éduqués. Je ne sais pas, c'est des paumés. Tout ce qu'on nous a dit là, toutes les théories sociologiques, qu'on vient à la religion quand on n'a plus rien, quand on est perdu, tout ça, ça ne marche pas. C'est parmi les plus éduqués. Donc faites ce travail-là, professionnaliser, institutionnaliser, c'est ça qu'on peut retirer de... Et puis il y a une autre chose, un dernier élément, qui est très important. Moi, je suis très impliqué sur la question des musulmans aux États-Unis. Et je suis rentré aux États-Unis par la porte, pas de la migration. Alhamdulillah, mon père, rahimahullah, à Genève, avait reçu, dans les années 60, Malcolm X. Et Malcolm X revenait du pèlerinage. Et quand il est revenu du pèlerinage, il avait compris qu'il s'était trompé. Que toute la théorie, les Noirs, race supérieure, c'était faux. En islam, le meilleur d'entre vous, inna akramakum indallahi, d'abord, tous on a de la dignité. Tous on a de la dignité. C'est-à-dire, le plus digne, c'est celui qui a le plus de... C'est la piété qui fait la différence. Il était revenu et il s'était arrêté pendant 4 jours à Genève. Et il était retourné. Et moi, ce que j'ai eu dans ma jeunesse, c'est l'islam afro-américain. C'était eux. Et eux, c'est des Américains. Ils ne sont pas des immigrés. Ils étaient même là avant certains Blancs. Ils sont devenus comme esclaves, ils étaient là avant certains Blancs. Mais par contre, ils avaient un statut social souvent inférieur à ceux qui venaient d'Égypte, de Syrie, qui étaient des médecins, qui s'installaient aux États-Unis. Et on a eu 2 classes sociales. Alors je vais vous dire une chose, c'est quelque chose de très important, ce que je suis en train de vous dire. Faites attention, au moment où vous travaillez comme musulman, de ne pas devenir des nouveaux petits bourgeois suisses, où on veut son argent et on ne s'occupe pas des plus pauvres. Il y a toute une génération de musulmans qui sont très contents d'avoir réussi. Ils sont dit, moi, maintenant j'ai mon métier. Très bien, je suis sorti de la banlieue. Et moi, je vais vous dire une chose, il y a une chose que Malcolm X a dite qui est très importante. Quelqu'un qui me dit, je suis sorti de la banlieue, je n'ai qu'une question à lui poser. Est-ce que tu y retournes ? Est-ce que tu retournes de là où tu es sorti ? Est-ce que tu vas être solidaire de ceux qui y sont ? Et Malcolm X, c'est ce qu'il a dit. Il a dit, je suis né de inner cities, c'est-à-dire c'est les banlieues américaines, j'y retourne. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que vous deveniez les petits Suisses musulmans qui ont réussi, qui se font respecter, mais qui ont perdu la solidarité, perdu le sens du sacrifice, perdu le sens de la justice. Parce que s'il y a une chose que vous devez comprendre, c'est que moi, je suis prof d'université maintenant. Mais le plus important, c'est pas ça. Le plus important, c'est que je suis là avec vous aujourd'hui et que je passe mon temps à voyager, à aller rencontrer des gens qui sont parfois sans travail, qui sont parfois... C'est ça ma vie. Ma vie, c'est pas le prof d'université qui a réussi. Tout ça, c'est du pipeau devant Dieu. Je veux dire, hey, Oxford. C'est ça qui va me dire. Oxford quoi ? Oxford, c'est rien. Oxford, c'est un titre. Et on devient devant Dieu, je ne m'appelle pas professeur devant Dieu, c'est Tariq, le cœur ou pas de cœur. Tu as été avec les gens sur le terrain, tu as été solidaire, tu as été avec les pauvres. Pourquoi le prophète, alayhi salam, qui a changé le monde, il se tourne vers Allah, il dit « Allahumma nas'aluka hubbal masakin » on te demande d'aimer les pauvres, d'être aimé par les pauvres. C'est ça, la vie. Et on jeûne 1 mois par année pour ça. Est-ce qu'on est prêt à tester son rapport aux démunis ? Donc vous, les Suisses, vous êtes en danger de vous installer dans le salaire, dans le métier et d'oublier ces choses-là. La pire des colonisations, elle n'est pas politique. La colonisation, la pire, c'est la colonisation de l'intelligence. C'est la colonisation du cœur. Si vous êtes colonisé par la culture de la réussite, eh bien vous êtes perdu. Mais si vous colonisez la Suisse par la référence de la justice et de la solidarité, alors vous êtes un atout pour la Suisse. Vous êtes la valeur ajoutée de la Suisse. La Suisse, elle n'a pas besoin de plus de banques. Elle a besoin de plus d'humanité. Et si vous êtes là, c'est pour ça. Vous êtes venu avec ce message-là.
Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire, parce que ce que je vois moi maintenant, c'est des gens qui ont « Ah, t'as réussi !» Et je dis « Mais j'ai réussi quoi ? De quoi tu me parles ?» Et c'est le statut social. C'est de passer à la télévision. Franchement, mais qu'est-ce que c'est que ces bêtises ? On est vraiment... c'est la culture des idoles. Il y en a qui me regardent et quand ils me voient comment les musulmans sont avec moi, ils me disent « Mais tu sais quoi ? T'es une rockstar. » Vous rigolez, mais c'est une honte. C'est une honte que nous, notre communauté, puisse donner cette impression-là qu'à partir d'un certain moment, on est dans cette espèce de... On fait la même chose. Mais vous savez quoi ? C'est une rockstar halal. Comme vous Ouais. Alors, ça. J'ai une question au sujet de l'ouverture d'esprit. On dit qu'on ne peut jamais être trop ouvert, mais est-ce qu'il y a un excès dans l'ouverture, en particulier par exemple dans le domaine de l'art, ou bien dans les fréquentations? Est-ce que je peux fréquenter n'importe qui en sachant que je connais mes bases et que j'aimerais connaître pour pouvoir servir plus tard, pour pouvoir analyser certaines choses? Ou bien genre, dans l'art, il y a certains ouvrages qui sont un peu suspicieux, un peu pernicieux comme ça, certains auteurs, mais qu'on aimerait quand même connaître pour expérimenter certaines choses qu'on ne peut pas faire. Et donc, est-ce qu'on peut avoir un excès dans l'ouverture? Ah oui, on peut avoir un excès dans Toujours, on peut avoir un excès dans l'ouverture. Mais ça, c'est une bonne question parce qu'elle renvoie à deux choses. Il y a des règles qui sont communes. Et on ne peut pas je répète souvent ceci, il y a longtemps, ça fait 30 ans, il y a un frère qui était venu vers moi, comme aujourd'hui, un samedi soir, et il me dit, moi, je veux dédier ma vie à la da'wah. Je dis, Masha'Allah. Il me dit, et comme ça, de but en blanc, il me dit, est-ce qu'on peut faire de la da'wah dans une boîte de nuit? Je dis, attends, il faut qu'on se mette d'accord. Dans la boîte de nuit, dans ce qui est, dans tout le contexte, ça, c'est un espace qui n'est pas propice. C'est pas là où on va. On peut faire la da'wah n'importe où, mais nous, on ne peut pas se trouver n'importe où. Nous, on ne peut pas. C'est pas là-dessus, c'est pas là. Parce qu'en même temps, il faut quand même se rendre compte d'une chose, c'est que le prophète, il a dit que Shaitan ou Shara, le diable travaille, et il attaque celui qui s'isole comme ça, qui va tout seul, qui croit qu'il est plus fort. C'est de l'arrogance, ça. Il dit, attends, moi, je sais mes bases, je vais aller dans la boîte de nuit, moi, je suis halal. Le haram autour de... C'est pas possible. C'est pas possible. À un moment donné, il faut se protéger. Donc, il y a des choses qu'on ne fait pas. Maintenant, il y a des choses qui sont plus subtiles que ça. Dans ce que tu dis, il y a la subtilité des choses. Et là, c'est là où il faut être honnête avec soi-même. C'est-à-dire qu'il faut savoir à quel moment on est vraiment protégé, à quel moment on est équipé pour pouvoir faire face à certaines choses. Et à quel moment on ne l'est pas. Et parmi nous, ici, il y en a qui sont plus protégés que d'autres. Il y en a qui sont plus forts spirituellement que d'autres. Ou plus protégés. D'abord, il faut éviter de faire les choses seul. C'est-à-dire que si toi, tu es une femme et que tu as des sœurs autour de toi, la discussion avec les autres, ça t'aide aussi à te protéger toi-même. Parce que parfois, on se sent trop fort quand on est seul. Mais les autres, ils disent, attention. Donc, il faut toujours avoir des équilibres. C'est pour ça que, et sorba dans la vie, avoir quelqu'un qui soit un frère, qui soit une sœur, en qui on ait confiance, avec qui on peut parler de ces choses-là, c'est très important. Parce que ça nous donne de la force, parce que dans la formulation verbale d'un sentiment lui donne une densité. Oui. Des fois, on a des choses qui sont confuses comme ceci, c'est quand on les dit qu'on commence à... Oui, surtout au niveau affectif et au niveau artistique. Verbaliser, c'est traduire. Et donc, ça donne plus de densité. Donc, il faut faire attention à ne pas être seul. Puis ensuite, à un moment donné, ben oui, il y a des fois des choses que l'on lit, il ne faut pas commencer à faire semblant. Il y en a certains, ils lisent des choses. Ah, Auzubillah, et tourne. Il faut arrêter de faire les enfants à des moments. Bon, des fois, il y a Auzubillah, oui, des fois, il faut tourner. D'accord, on est bien d'accord. Mais des fois, il faut assumer, il ne faut pas faire semblant. D'accord. Il y en a certains, quand ils sont là, parfois, vous, quand je vous regarde là maintenant, on pourrait penser que certains d'entre vous, alors vous êtes des musulmans first class. Et puis dès qu'on sort d'ici, c'est moins comme ça.
Ouais, d'accord. Et il y en a certains, ils sont 1000 fois plus musulmans avec une musulmane qu'ils le sont avec une non-musulmane. Ils sont comme s'ils étaient plus protégés avec une non-musulmane ou avec un non-musulman. Il ne faut pas jouer. Mais pour ne pas jouer, il faut s'équiper. Et à partir d'un certain moment, sur les questions de l'art, il y a des choses que l'on lit, après on apprend, il y a des choses dont on sait qu'il faut prendre des distances, il y a des choses où on se dit je suis suffisamment équipé pour pouvoir voir ceci, j'apprends de ceci. Parce que moi, même en philosophie, quand j'étudiais de la philosophie, ou en littérature française, des fois on lit des choses, ça descend très bas. Oui, oui, tu ris, tu sais de quoi je parle. Donc en l'occurrence, à partir d'un certain moment, il faut s'équiper, il faut s'armer par rapport à ça, et puis il faut pas faire semblant, faut pas jouer. Alors, il est 10h, normalement on devrait terminer maintenant. Allez, ça tourne vite. Alors, une dernière question, Charles. Je vais prendre 3 dernières questions ensemble et je les réponds ensemble, d'accord? Alors, une à droite, une à votre droite, une au centre et une à votre gauche, puis c'est terminé. Trois doigts, ici, qui sont levés. Où? Il y a le frère qui est derrière, il y a 2 frères qui sont derrière. Je disais juste ça pour te gêner. Vas-y, allez. C'est réussi. Je suis membre d'une association que vous connaissez qui s'appelle Rénovo. On a une problématique qui est la suivante. On ne va pas se mentir, beaucoup de jeunes s'inscrivent dans cette association. Pourquoi? Pour accéder aux meilleures écoles, aux grandes écoles. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est comment les sensibiliser au mieux à l'engagement et au sacrifice. Comment est-ce que plus tard, avec leurs compétences, ils vont pouvoir les utiliser au mieux pour la communauté, pour la société en général. D'accord. Ok, je reprends. Question. Deuxième. Et puis troisième question. Tu dois dire au milieu. Merci. Vu qu'aujourd'hui on parlait de famille, s'il vous plaît, vous pouvez faire une petite liste d'obligations de l'homme par rapport à la femme. Une petite liste. La femme veut entendre les obligations de l'homme. Les hommes, vous sortez par là après. Et troisième question ici. Oui. Moi, S'il vous plaît. vous parliez de Malcolm X et en même temps des rappeurs juste avant. Et j'aimerais savoir qu'est-ce que vous pensez du fait que Kémy Séba a été Arrêtez. incarcéré en ce moment et du racisme anti-blanc chez les Noirs et ce rapport aussi qu'il y a eu anti-blanc avec le rappeur Medine qu'on l'accuse par exemple de racisme anti-blanc, d'antisémitisme un peu partout. Comment vous voyez ce conflit, on va dire, qu'est-ce qui se passe avec cette personne, surtout avec Kémy Séba Tu es de Suisse? Oui, je suis aussi. D'où? De quel canton? De Lausanne. De Lausanne, d'accord. Ok. Non, il n'y avait pas de sous-entendu. Il y a pas. C'est une question simple. Hein, c'est comme le cercle. Hein, tu ne commences pas à me jouer conspiration. Non, c'est très simple. Donc, sur la première question, c'est une bonne question. D'abord, il y a une première chose. Je connais Rénovo et j'ai soutenu et je suis allé à l'une de leurs soirées. Cette année, je ne pourrais sans doute pas, mais dans les années futures, je soutiens ce travail-là. Et je pense que ce qui est vrai, c'est que c'est une association qui aide. Donc, je pense que tout le monde est au courant de ce que vous faites, non? Donc, simplement de permettre à des jeunes qui sont dans des situations ou géographiquement, socialement, dans une exclusion géographique, de pouvoir rentrer dans les réseaux qui peuvent leur faire accéder aux meilleures écoles parce qu'ils en ont les compétences et parce qu'ils en ont le profil. Et donc, en fait, comment fonctionnent les grandes écoles? Souvent, c'est par réseau, c'est par des possibilités. D'abord, déjà, le savoir qu'on peut avoir accès aux écoles, puis ensuite, il y a des réseaux qui se créent, et ça, c'est un excellent travail, il faut le faire. Pourquoi? Parce que beaucoup de nos jeunes, dans toute l'Europe et même en Suisse, ils ne sont pas au courant des possibilités qu'ils ont d'accéder aux meilleures écoles, et donc il faut le faire. Maintenant, c'est là où on a un vrai problème. C'est-à-dire, soit on imite la société ambiante en se disant « vous pouvez entrer aux bonnes écoles », et puis en fait, c'est le succès quant à soi, ou après, dans la formation, c'est-à-dire qu'à toutes les étapes de la formation de ces élèves, qui sont soit dans les dernières années du lycée ou du collège ici en Suisse, le collège en Suisse étant le lycée en France, ou le gymnase dans le canton de Vaud, avec ses spécificités. Donc, en l'occurrence, à ce moment-là, dans tout ce travail de formation, avec eux, de prise en charge, c'est là où il faut intégrer
la composante de l'éthique solidaire, de l'éthique du sacrifice, de l'éthique du don, de l'éthique de l'échange, de la préoccupation sociale. Nous n'avons pas, nous, une idée de la citoyenneté fondée sur le droit. Vous savez, quand j'ai écrit le premier ouvrage que j'avais écrit, qui avait été écrit en français, il s'appelait « Les musulmans dans la laïcité ». Et tout le monde s'était arrêté à ce titre-là dans un premier temps, et ce qui était le plus important, c'était le sous-titre. Le sous-titre, c'était « Devoir et droit, responsabilité et droit des musulmans dans les sociétés ». Responsabilité et droit. C'est-à-dire que dans notre formation, c'est pas « je suis citoyen, j'ai mes droits », j'ai une responsabilité. La solidarité, le don, ça, ce sont des choses... Mais même moi, quand j'étais prof, j'ai été connu comme prof en Suisse pour avoir lancé, au moment où j'étais jeune, moi j'ai commencé à enseigner, j'avais 18 ans, à 22 ans, à 18 ans, je prenais les élèves, pour les emmener en Afrique, pour pouvoir faire du travail humanitaire. Les gens qui ont lu mon texte 20 ans après que j'écris, 25 ans après, qui s'appelle « Mon intime conviction », j'ai dédié un texte à un élève qui s'appelle Thierry, qui m'a appris. Il fait partie de ceux qui m'ont appris des choses. Ça, j'avais 19 ans. 19 ans, j'enseignais et je l'ai amené au Mali pour qu'on voit la situation. Et j'ai fait de mon enseignement une chose tout le temps comme ça. C'est-à-dire, je vous enseigne à bien parler le français, mais je vous enseigne à bien vivre, à vous occuper des gens. Et après, on a fait des livres. Je prenais mes élèves au collège, c'est-à-dire au lycée. Je les prenais et on sortait de l'école et je leur disais, vous allez bien écrire le français, mais vous allez vous occuper des personnes âgées de votre pays. Vous allez vous occuper des personnes qui sont sorties de l'école. On a fait 3 livres. Un qui s'appelle « Le sablier fondu » sur les personnes âgées, un qui s'appelle « En rouge dans la marche », ceux qui sont sortis de l'école, et un autre livre sur un point commun à la différence, la diversité culturelle et le racisme. Et donc, à partir d'un certain moment, comme enseignant, je faisais sortir mes élèves de l'école pour la solidarité. Mais ça, c'était, vous voyez, c'était « shahid ala nas », shahid. C'est-à-dire, j'ai jamais parlé d'islam, parce que ça, ce sont des valeurs universelles que tout le monde comprend, c'est-à-dire la solidarité. Vous, ce que vous devez faire dans une organisation comme ceci, c'est que tout le domaine de formation doit être lié à ça, à la solidarité, au souci. Vous ne réussir seul, c'est raté. C'est pas lui, on a fait des sorties caritatives et on a des partenariats avec beaucoup d'associations. C'est pas des sorties caritatives, c'est une philosophie de vie. C'est pas... Non, moi, sortir le dimanche ou le week-end pour faire un truc caritatif, c'est bien, mais ça reste toujours marginal. Une philosophie de vie, c'est différent qu'une organisation de la semaine. Oui. L'organisation de la semaine, c'est le plus important, c'est mes études du lundi au vendredi, et puis le samedi, on va faire un truc caritatif. Il faut intégrer ceci à une conception de la réussite scolaire. Qu'est-ce que ça veut dire réussite en nos termes? En nos termes, ça veut dire tout ça. Donc moi, ce que je veux dire, c'est que je reconnais l'importance du travail qui est fait et je le soutiens. Je pense qu'en même temps, on devrait peut-être entrer dans quelque chose qui est plus profond sur la notion de réussite. Qu'est-ce qu'on entend par réussite? Et moi, je vais même être plus loin. Je vais vous dire une chose. Le fait de faire rentrer nos jeunes dans les plus grandes écoles avec cette philosophie de la vie, c'est une valeur ajoutée pour l'école. Oui, vous voyez ce que je veux dire, on change quelque chose dans l'école. Donc moi, j'irais dans ce sens-là. Donc, si vous voulez, la reconnaissance de ce travail, c'est vraiment du bon travail. Je pense que c'est très important. Je pense qu'il faut qu'on y ajoute une autre dimension, mais comme philosophie de vie, philosophie de vie, pas comme activité dans la vie. Là, sur votre question, une petite liste sur les droits, mais ça sera une très longue liste. Ce qu'on entend pendant les sermons, il n'y a pas beaucoup. C'est vrai. Mais, vous savez... C'est vrai. Non, mais simplement une chose. Sur la question de la relation homme-femme, je m'occupe d'un centre que je dirige aujourd'hui qui s'appelle le Centre sur la législation islamique et l'éthique. Et l'un des domaines, on travaille sur 11 domaines. L'un des domaines, c'est la relation. J'ai refusé de l'appeler la question des femmes. Comme aujourd'hui, je l'appelle la question des hommes et des femmes. Ce qui est en anglais est la question du genre, que certains ne comprennent pas. Ils ont compris que la question du genre, le gender studies, en anglais, il ne faut pas dire la question du genre au sens où elle est débattue en France aujourd'hui. Ça, c'est une réduction de gens qui ont... voilà, c'est la théorie des gens, que les gens ont une connaissance relative de l'anglais. Mais
Et à partir de ceci, moi, ce qui m'intéressait, dans le sens exactement de ce que vous dites, c'est de dire, à partir d'un certain moment, parmi les principaux problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est pas la question des femmes, c'est effectivement souvent la question du masculin. Dans nos sociétés contemporaines, le masculin de la tradition a complètement perdu ses repères. Et ça veut dire que de ce point de vue-là, sur la présence, sur la question d'autorité, sur la question du travail, il y a un vrai problème masculin aujourd'hui. J'en ai parlé ce matin ou cet après-midi, mais on peut aller même plus loin. Et c'est pour ça que je refuse systématiquement de réduire la relation entre un homme et une femme à une série de droits et de devoirs. Non, mais comprenez ce que je veux dire. Non, mais j'essaye de vous donner le fond de la question. Même si il y a des droits et des devoirs. Mais je ne commence pas par ça. Je commence par dire et par mettre en évidence que dans une relation entre un homme et une femme et un homme, du point de vue de la question islamique, il y a une chose qui est importante. La première des choses, c'est de bien comprendre ce que le prophète alayhi salam a dit quand il a dit Shatruddin, c'est-à-dire que le mariage, c'est la moitié de votre religion. Et la moitié de votre religion, ça veut dire qu'en fait, accomplir sa religion, la vivre complètement, vous savez ce que j'ai dit par rapport aux parents en disant que ça faisait partie de ça, et bien c'est la même chose avec sa femme, c'est la même chose avec son mari. Et que ce qu'une femme doit trouver en un homme et ce qu'un homme doit trouver en une femme, en plus de l'amour, il faut se marier dans la foi, mais il faut se marier dans l'amour. Et la majorité des savants ont reconnu qu'avant d'établir un couple, le fait de se connaître avant, dans les limites de ce qui est permis, est une nécessité, et à plus forte raison aujourd'hui. Moi, j'ai trop vu de gens qui me disent « Ah, c'est un très très bon musulman, ça va le faire ». Non, ça ne le fait pas toujours. Parce qu'il faut se connaître, parce qu'il y a quelque chose. Il faut d'abord, un des droits de la femme sur l'homme comme de l'homme sur la femme, c'est donner de l'espace au cœur, donner de l'espace à l'amour. Le deuxième élément qui est important, c'est quelque chose qu'on trouve dans le Coran. Et moi, je vais vous dire, on l'a répété suffisamment aujourd'hui, j'arrive à mes 52 ans. Ouais. Donc la vieillesse est là, et c'est dans le versant qui descend doucement. Merci. L'autre dit. J'allais faire comme ça, lui fait comme ça. Allahu alam, c'est peut-être vrai, peut-être que la fin est proche. Alors, non, mais c'était de l'humour. C'est de l'humour halal. Donc en l'occurrence, j'avais pas très bien compris. J'avais lu et je le citais. Il y a même la première fois que je suis allé à l'île Maurice, ça fait 20 ans, j'avais fait une conférence sur les relations familiales. Et je citais ce verset 2 ou 3 fois. Et c'est plus récemment, il y a 5-6 ans, que je me suis penché sur les études des neurosciences contemporaines, sur le fonctionnement cérébral des hommes et des femmes. Et des choses extraordinaires. Alors bon, vous avez le livre qui a été un succès, les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus, etc. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus important dans les neurosciences. Et en fait, on s'est aperçu d'une chose, c'est que tout le discours musulman qui a été une certaine façon d'interpréter l'islam, que les femmes sont plus émotives que les hommes, maintenant on le sait, notre fonctionnement cérébral nous prouve que c'est le contraire. En fait, ce qui est tout à fait aujourd'hui établi, c'est que le cerveau féminin a exprimé par toutes les études qu'on en a fait une chose qui est importante, c'est qu'en fait, les hommes sont plus émotifs que les femmes, mais moins extravertis. C'est-à-dire qu'ils utilisent moins de mots par jour pour exprimer leurs émotions. Que les femmes sont plus maîtresses de leurs émotions, mais elles sont plus extraverties. Elles vont exprimer jusqu'à 6 fois plus de mots par jour. Non, mais c'est des faits, ça, c'est scientifique. Et là, vous apercevez d'une chose qui est tout à fait importante, c'est qu'en fait, dans l'expression émotive, celui qu'on a considéré comme le sexe faible, on aurait pu le comprendre dans le but strictement biologique, dans la dimension psychologique et émotive, c'est le contraire. Et là, vous revenez au Coran,
et puis vous lisez un texte qui dit « Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun ». Le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala ne met jamais un ordre par hasard. Et ce qu'il dit dans le verset, il commence par les femmes. Elles sont une protection pour vous et vous êtes une protection pour elles. Alors on peut se dire, c'est parce que le Coran s'adressait aux hommes. Non. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit quelque chose d'extrêmement important. La femme protège l'homme et l'homme protège la femme. Et il commence par l'homme. Il y a une protection. Il commence par la femme qui protège l'homme. Comme pour nous dire, attention, le plus faible n'est pas celui qu'on croit. Le plus faible n'est pas celui qu'on croit. Et donc, en l'occurrence ici, un des droits fondamentaux pour la femme, mais comme pour l'homme, c'est dans l'amour la protection. Et ça veut dire quoi la protection? Troisième élément, comment est-ce que je protège quelqu'un que j'aime? Simplement le protégeant de l'ennemi? Non. Je protège quelqu'un que j'aime par les moyens que je lui donne de se sentir bien avec lui et avec moi. Et ça veut dire quoi? D'un point de vue islamique, c'est le premier élément, la communication. Et vous voyez que le prophète, alayhi salam, pourquoi vous pensez que sa femme Aïcha est l'une de celles qui a transporté ou transmis le plus de hadiths? Parce qu'à aucun moment, il n'a diminué dans son statut de femme qui pouvait comprendre. Et quand on lui a posé la question, il a dit « Allez demander à cette femme rousse ». En d'autres termes, je lui ai parlé et elle a acquis de la science. Et nous, ce qu'on doit faire dans nos couples, c'est la communication. Et si on aime une femme ou si on aime un homme, le premier signe de l'amour, le premier signe de la foi dans l'amour, c'est la communication. On se parle. Et le prophète, c'était plus que ça. Il jeûnait. Et vous savez que dans le jeûne, la relation sexuelle est impossible pendant le jour. Il jeûnait et en même temps, il lui donnait à Aïcha toute son affection pendant le jour. La caresse pendant le jeûne est halal, elle est permise. C'est d'aller plus loin qui n'est pas permis. Et lui, il a été affectueux. Quand vous êtes un être humain, une femme, quand vous êtes un être humain, un homme, l'une des choses qui vous protège le plus de l'extérieur, c'est d'avoir vos besoins affectifs, on vous les donne. Vous avez le besoin d'être entendu, le besoin d'être caressé, le besoin d'être vu. Oui. Et là aussi, c'est très important. À un moment donné, quand ça devient inquiétant, quand votre femme elle vient vers vous, elle vous dit « Mais oh, j'ai changé 3 fois de vêtements, tu vois rien ?» Non mais attendez, c'est le djihad de porter le hijab, ce qui est en fait le vrai mot, c'est le khimar, doit être compensé par l'attention de l'homme vis-à-vis de la femme. Mais c'est normal, c'est féminin d'avoir un rapport. Mais comme pour les hommes, comme pour la femme, il y a un droit que vous avez. Tu n'as pas le droit de ne pas me regarder. Parce que si tu ne me regardes pas, je ne vais pas être bien avec moi-même. Ne me demande pas d'être bien avec mon corps si tu ne le regardes jamais. Ou si tu ne me vois pas. Souvenez-vous toujours du poète Rimbaud. Le poète Rimbaud, il a écrit un texte qui est parmi les plus beaux de la littérature française. Il avait 16 ans quand il écrit Sensation. Où il écrit « Par les soirs bleus d'été, j'irai par les sentiers fouler l'herbe menue. Par les soirs bleus d'été, j'irai par les sentiers fouler l'herbe. Je ne parlerai pas, je ne penserai rien, et l'amour infini me montera dans l'âme, et j'irai loin, bien loin, comme un bohémien, par la nature, heureux comme avec une femme. » C'est ce garçon-là, à 16 ans, qui dit « J'irai dans la nature tout seul, mais je serai heureux comme avec une femme. » Elle n'était pas là, la femme. Et il en a souffert. Et il écrit ailleurs « Ceux que j'ai rencontrés ne m'ont peut-être pas vu. » En d'autres termes, ils ne me voient pas. Et nous, on a des couples musulmans. On a l'impression qu'il y a un homme et une femme, ils ne se voient pas. Les devoirs et les droits de l'homme par rapport à la femme et inversement, se voir et communiquer. Parce qu'on ne peut pas être protégé à l'extérieur si on n'est pas embelli à l'intérieur. Et la question de la séduction, la question de la beauté, la question du physique et de l'affectif, dedans, c'est plus que halal. C'est halal au carré. Il faut le vivre au carré à l'intérieur.
Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais c'est important parce que c'est comme ça qu'on équilibre. On va pas faire une communauté de frustrés. Parce qu'au bout du compte, on finit frustré. On fait semblant. Alors, tu parles, tout va bien. Tu fais semblant que tout va bien. Et quand tu fais semblant que tout va bien, ça va 2 fois mal. Parce que ça va pas du tout. Donc ça, ce sont des choses sur lesquelles il faut que... ça, c'est une chose, l'attention. Ensuite, la communication. Ensuite, l'élément, c'est même du point de vue financier. À aucun moment, quel que soit le statut de la femme, si elle ne travaille pas, moi, il y a des hommes, moi, je ne sais pas comment ils font. Ils travaillent, leur femme ne travaille pas, et systématiquement, pendant toute sa vie, la femme comprend que c'est son argent à lui. Mais jamais. Si à un moment donné, on est 2, et qu'à un moment donné, il faut faire le choix pour les enfants, l'argent que j'amène, c'est notre argent. L'argent que la femme amène, c'est le sien. Mais l'argent qu'amène, c'est le nôtre. Si seulement les musulmans avaient compris ce statut de la femme. Quand une femme entre dans une famille, elle ne perd jamais son nom de famille en islam. Elle garde son nom. Elle vient de quelque part, elle reste. Mais quand elle a de l'argent qui vient à elle, elle n'a même pas à demander à son mari de ce qu'elle peut en faire. C'est à elle. Par contre, le mari, quand il amène de l'argent, c'est aux deux. Mais il y a des maris, ils viennent avec leur argent et ils leur font sentir, eh oh, qui est-ce qui amène l'argent? Et ça, mais non, mais c'est vrai, parce qu'à un moment donné, ça fait des tensions. Mais là, faut pas rigoler avec ça. Faut pas faire semblant que l'argent est pas important. L'argent est déterminant dans les relations. Ça vous détruit des couples, ça détruit tout l'argent. Parce que et puis à un moment donné, ça devient quelque chose qui non, ça va pas. Et là, de ce point de vue-là, il faut de ce point de vue être là. Et puis l'autre élément, dernier élément, parce que je pourrais faire un séminaire de toute une année là-dessus. Il y a un autre élément, c'est aussi même par rapport au-delà de l'affectif, au-delà du travail, au-delà de l'intelligence et de la communication et de l'observation, c'est-à-dire de l'attention. Oui. Il faut dire ça aux gens des fois. Tu me dois de l'attention. Tu me dois ça. Si tu m'aimes, tu me dois ça. C'est un dû. De l'attention. Sois attentif. Le dernier élément, c'est aussi par rapport à la présence, c'est-à-dire que dans l'éducation et tout ceci, je le dis, l'un des grands problèmes aujourd'hui, c'est le syndrome du père absent, le père il n'est pas là dans l'éducation. Il faut que de ce point de vue-là, le père soit beaucoup plus présent et l'homme soit beaucoup plus présent dans tout ce qui va concerner la maison. La maison. Vous savez, le prophète alayhi kana fi khidmati ahli. Le prophète alayhi salam, à la maison, il participait au ménage. La seule chose qui le faisait arrêter, c'est l'appel à la prière. Le prophète, qui a changé le monde, il faisait... Moi, je ne sais pas, je vois des gens, aujourd'hui, encore de 2e génération, des garçons, ils ont été éduqués, ils mangent, c'est la fille qui prend et qui monte. Lui, il regarde la télévision, mais oh, demandez à mes enfants, moi, s'il y a un enfant qui faisait ça, moi, s'il y a un garçon qui ose rester assis pendant que sa sœur se lève, mais je vais demander à la sœur de s'asseoir et lui, toi, tu vas tout faire. Ça n'existe pas, ça. Et le prophète, il a dit, n'importe lequel d'entre vous qui éduque une orpheline, il est comme ça avec moi au paradis. 2 orphelines, des gens qui n'ont rien. Donc à partir d'un certain moment, à la maison, faire le ménage, faire manger, la table, le service, servir les gens. Tu vaux dans ta capacité à servir. Et tu vaux rien dans ta capacité à te servir. Tu vaux dans ta capacité à servir. Et ça, il y a certains... Parce que là, les jeunes, là, ils sont là. Certains garçons, là, ils sont... Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Je vois bien les garçons, j'en vois. Il y a des garçons, ils aiment bien ce que je dis sur certains domaines. Les sœurs aussi, notez. Dernier élément, c'était sur ce que vous avez dit, très rapidement. Bon, j'ai suivi l'affaire. J'ai suivi l'affaire parce qu'en fait, Camille Seba a été extrêmement dur avec moi sur beaucoup de ses cassettes, en disant que je faisais partie un tout petit peu de ceux qui travaillaient pour... enfin, encore un truc qui était... bref. Et à un moment donné, récemment, je partais au Sénégal, il a écrit un texte en disant qu'il gardait les mêmes opinions, mais qu'en l'occurrence, il avait un peu évolué, il demandait à me voir et je l'ai vu.
Moi, j'ai un énorme problème avec l'obsession d'une cause. C'est-à-dire, à un moment donné, le racisme anti-noir prévaut sur tout le reste. Maintenant, il y a une chose sur laquelle les mouvements noirs, comme les mouvements de lutte contre le racisme, ont raison. Et là, vous tous ici, vous êtes impliqués par rapport à ça aussi. L'islam s'oppose de la façon la plus ferme au racisme, en disant, le meilleur d'entre vous est le plus pieux, ça veut dire que c'est le cœur qui n'a pas de couleur. Donc, t'es blanc, t'es noir, t'es jaune, ça n'a pas de... Et même quelqu'un qui viendrait de se convertir, parce que ça aussi, on a un problème culturel, nous. Allez dire à des papas ou des mamans algériens, tunisiens, égyptiens, turcs, je veux me marier avec un converti. Elle dit, oh, ça va pas ou quoi? Il y en a, tu parles même pas, tu n'as même pas fini ta phrase que tu reviendras l'année prochaine. Donc, ils sont pas... Parce qu'on a un problème culturel, qui est aussi une question de racisme de ce point de vue-là. Nous, il faut qu'on ait une position ferme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le racisme, il faut lutter et il faut l'observer partout. Alors aujourd'hui, quand on est dans une situation en Occident, il y a un racisme qui s'est exprimé. Un racisme anti-noir, un racisme anti-arabe, un racisme anti-asiatique, un antisémitisme. Et là, moi, je l'ai écrit en 2001 dans un article du Monde. Par définition et par essence, l'islam s'oppose à l'antisémitisme. Nous, ils sont min ahl al-kitab. Je suis le plus dur avec l'État d'Israël, qui est un État terroriste, et avec le sionisme, qui est une idéologie raciste. Mais le juif, dans ce qu'il est juif, ne me trouvera jamais contre lui parce qu'il est juif. Et je me battrai en Occident contre tous les antisémites. Mais je ne laisserai jamais quelqu'un me dire, si tu es anti-israélien, tu es antisémite. Je dis non, je pense que les meilleurs des juifs sont ceux qui luttent contre le sionisme et sa politique aujourd'hui. Donc il faut qu'on distingue, il faut qu'on ait, voyez, on a des positions de principe. Donc on lutte contre tous les racismes. Et il y a un racisme qui est venu des populations blanches, mais attendez, pour ceux d'entre nous ici qui sont d'origine arabe, oui, qui sont d'Afrique du Nord ou qui sont d'Égypte et autres, il y a un racisme des Arabes vis-à-vis de couleurs, et en particulier vis-à-vis des Noirs. Moi, il y a un truc que je ne peux pas supporter. J'ai des amis en Afrique du Nord, comme en Égypte, ils disent, mais attends, mais comment tu fais pour aller au Sénégal, en Côte d'Ivoire? Parce que moi, je suis un ami de ces pays-là. J'y suis tout le temps. Je suis dans tous les pays d'Afrique noire, en l'occurrence. Et je ne peux pas supporter le racisme de certains Arabes. Et là, à l'intérieur de la communauté, c'est pas possible. Par exemple, aux États-Unis, vous avez 2 conventions des musulmans, le même jour, dans la même ville, un pour les Noirs et l'autre pour les immigrés arabes. Et tout le monde dit, on est pour l'unité. Alors c'est bien, c'est l'unité entre nous. Mais il y a un racisme de ce point de vue-là. Et là, il faut qu'on lutte contre ça. Et on le voit dans nos familles. Je dirais, pour certaines filles, certains garçons, certaines filles, d'aller vers vos parents et de leur dire, attends, j'aimerais épouser un noir. Il dit, pardon? Ça existe, ça. Ça existe. Et dans nos communautés, regardez, il y a combien de musulmans qui sont d'origine d'Afrique subsaharienne en Suisse? Beaucoup. Ok, vous vous retournez là, ils sont combien? Ils sont où? Ils sont où nos frères noirs d'Afrique? Ils sont où? Pourquoi ils ne sont pas là? Parce qu'on a établi dans notre communauté des divisions. Et en plus, vous regardez entre les Turcs et entre les Bosniaques et nous, il y a des choses qui ne sont pas acceptables. On ne peut pas avoir des valeurs universelles et continuer à se retrouver contre nous, à quelques exceptions près. Il faut qu'on s'ouvre. Donc là, quand je regarde, c'est déjà, alhamdoulilah, on est dans la bonne voie, mais il faut aller plus loin. Donc de ce point de vue-là, il faut lutter contre ce racisme. Et puis il y a chez les Noirs aujourd'hui quelque chose qui se développe, c'est, moi quand j'étais au Sénégal, il y en a un qui me dit, vous êtes un raciste arabe. Je dis, non mais attendez, c'est le contraire là qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'il est à un moment donné, il ne supporte plus les Arabes. Parce que c'est vrai que dans l'histoire, on ne peut pas nier, il y a eu de l'esclavage blanc, mais il y a eu de l'esclavage arabe. Les Arabes ont été des esclavagistes. Historiquement, ça existait, donc on ne peut pas l'admettre ça. Donc il faut qu'on soit juste avec tout le monde, mais qu'on ne fasse pas la cause des Noirs au-delà de tout. Et c'est ça qui me gêne avec certains de ces courants-là, c'est qu'à un moment donné, on a un prisme comme ceci unique, et il n'y a que ça qui compte. Alors certains, c'est
contre les Arabes, les autres, c'est contre les Noirs. Et je pense que non. Et je pense qu'il faut qu'on soit universaliste dans nos luttes. Et c'est là que ça me gêne. Alors, je ne sais pas pourquoi il est en prison. Je n'ai pas suivi ces détails-là. Médine, c'est quelqu'un que je connais personnellement et de très, très proche, qui suit mes enseignements et avec lequel on a beaucoup discuté. C'est loin d'être un raciste. C'est pas quelqu'un qui a l'esprit fermé. Il est plutôt dans l'ouverture, lui, depuis plusieurs années maintenant. Et donc, c'est pas un procès que je lui ferai. Par contre, ceux qui sont en train de me dire le seul vrai combat, c'est la lutte contre le racisme anti-noir, je lui dis non. Moi, le seul vrai combat que je connais, c'est la lutte contre tous les racismes à égalité. Je ne fais aucune hiérarchie en face des racismes. Et ce que je dis, c'est que je vois trop de racisme parmi les musulmans. Beaucoup trop de racisme. Beaucoup trop de racisme culturel, beaucoup trop de racisme en termes de couleur de peau. C'est parmi les signes de Dieu, c'est la diversité des langues et des couleurs. Et comment est-ce qu'on peut en arriver à ça? Et dans nos communautés, en particulier en Suisse, ceux qui doivent changer ça, c'est vous, c'est la deuxième génération. Il faut que vous commenciez à établir des liens avec des gens d'autres. Mais je ne sais pas, moi, vous allez en Afrique, vous avez peut-être aussi la possibilité de voyager. Moi, je prenais des jeunes. Il y a des jeunes que j'ai pris, ils ont rencontré des Africains qui vivaient autour d'eux, ils ne les voyaient pas. Mais il faut voyager, il faut pouvoir être en contact avec ces populations-là. Il faut rentrer en contact avec des gens d'autres cultures. Vous ne serez islamiquement universel que quand vous serez culturellement pluriel. Oui, vous ne serez islamiquement universel que quand vous serez culturellement pluriel. Est-ce que vous êtes vraiment pluriel ou vous êtes pluriel entre vous, toujours les mêmes personnes, hein, les gens de la même origine, qui se comprennent plus ou moins? Je suis désolé, il faut briser ça. Il faut briser ça. Moi, quand je vais aux États-Unis, je n'ai pas uniquement envie de me retrouver avec ceux qui viennent de ma même trajectoire arabe, d'Égypte. Moi, j'ai envie d'être avec des Noirs, j'ai envie d'être avec des gens qui viennent... Ça m'a donné tellement de richesse. J'ai passé je ne sais pas combien de mois de ma vie à être avec des gens qui étaient au Mali. Le Mali, pour moi, le Sénégal. Quand je suis allé à l'île Maurice avec ces divergences. Quand j'ai passé 3 semaines avec les Touaregs du Mali. Et ça m'a... Tout ce que vous écoutez ici, ce n'est pas uniquement les livres, hein. C'est le livre de la vie, c'est les gens, c'est la rencontre avec des gens, et c'est le seul moyen de sortir du racisme. Vous voulez ne pas être raciste, il faut lutter contre vos enfermements intellectuels et psychologiques. Wallahu a'lam wa a'la wa ahkam. Que Dieu vous aide, Inch'Allah. Je suis très déçu que vous ne connaissiez pas la fatwa. J'ai une fatwa particulière, on n'applaudit pas, parce qu'il faut qu'on écoute les discours comme on lit des livres.